Bonjour à tous, quelques remarques sur les exercices un petit peu plus théoriques de la feuille de TD sur lesquels je vous ai donné des corrections ou des indications de correction. Pour l'histoire du théorème de point fixe, donc le théorème de point fixe, je vous rappelle, c'est un énorme classique des fonctions continues. Fonction continue de 0,1 dans 0,1 admet un point fixe, donc il faut absolument savoir résoudre cet exercice. Ici, on n'est pas tout à fait dans la même situation, on a une fonction continue. Et notre hypothèse, c'est pas qu'elle va de 0,1 dans 0,1, c'est qu'elle va de 0,1 dans R. Par contre, on connaît l'intégrale de f. On sait que l'intégrale de f, c'est 1 demi. Je vais écrire juste ici l'hypothèse. Donc la démarche est la même, je vous laisserai regarder le détail. On s'intéresse à f de x moins x et on cherche à appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Et sauf que cette fois-ci, c'est pas les valeurs en 0 et en 1 qui vont nous donner un coup positif, un coup négatif, et dans ce cas-là, ça s'annule entre les deux. C'est de comparer l'intégrale de f avec l'intégrale de x. Et c'est ça le sens géométrique de notre hypothèse. Quand on a l'intégrale de f qui est 1 demi, ce que ça signifie, c'est que par rapport à la fonction f de x égale x, la fonction x donne x, 1 demi, c'est l'aire qu'il y a sous cette courbe. C'est l'intégrale de x entre 0 et 1. Ça fait 1 demi. Et donc notre hypothèse, c'est l'intégrale de f, ça a la même valeur que l'intégrale de x entre 0 et 1. Et alors ça signifie que f ne peut pas être tout le temps en dessous, sinon l'intégrale serait moins forte, ni tout le temps au-dessus, sinon l'intégrale serait plus grande. Et donc ce que ça signifie, c'est que il y a probablement, donc soit la fonction f de x est égale à x, dans ce cas-là, l'exercice est fini. Et si c'est pas le cas, il y a probablement des fois où c'est un peu au-dessus et des fois où c'est un peu en dessous, et tout ça, ça va se compenser, parce que finalement, il y a la même R entre la même intégrale pour f que pour la fonction x de x. Enfin, c'est ça l'esprit. Et donc on le fait par l'absurde. Si f était tout le temps en dessous de x, ben, son intégrale serait trop petite. Si f était tout le temps au-dessus de x, son intégrale serait trop grande. Donc c'est faux. Donc elle est des fois au-dessus, des fois en dessous. Et par théorème des valeurs intermédiaires, ça fait que l'écart, qui est des fois positif, des fois négatif, ben, entre les deux, il s'annule. Voilà, donc je voulais surtout vous donner cette interprétation graphique de l'hypothèse pour comprendre pourquoi ça fonctionne. Je reviens pas sur l'exercice 5 qui est l'inégalité de Cauchy-Schwarz, dont on a parlé en détail, donc avec cette énorme astuce, mais un grand classique que vous verrez apparaître de nombreuses fois. Je voudrais vous dire un mot de l'exercice 6, donc où on cherche une limite d'une intégrale d'un truc qui dépend de n, quand n par plus l'infini. Alors l'idée de l'intégration par partie, elle est, elle est suggérée par plusieurs critères. Je vous affiche aussi l'énoncé. Donc, quand vous voyez cette intégrale-là, qui vous invite à l'intégration par partie, il y a plusieurs choses. Premièrement, on ne connaît pas f, donc il y a des chances que ce soit euh, pas évident de faire un calcul direct de l'intégrale, ni majoration. En tout cas, pourquoi pas majorer, hein. F, on sait qu'elle est C1 sur AB, donc elle est bornée. Mais le problème, c'est que sinus, il est, lui, entre moins 1 et 1. On connaît ni A ni B, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait des valeurs particulières. Et surtout, sinus est compris entre moins 1 et 1, quelle que soit la valeur de n. Donc là, le fait que n tende vers l'infini, si on essaye juste d'encadrer bêtement f par ses bornes et sinus par moins 1 et 1, le n là, il n'intervient pas. Donc, ce qui nous invite à faire l'intégration par partie, c'est premièrement donc l'envie de modifier un peu cette écriture, parce que là, on ne peut pas en faire grand-chose. Deuxièmement, le fait que si on dérive ou si on primitive le sinus, il y a du n qui va sortir. Et donc là, maintenant, une fois qu'il va sortir du sinus, ben, sinus va arrêter de lisser ça. Et en fait, quel que soit n, là pour l'instant, sinus, ça nous ramène entre moins 1 et 1. Maintenant qu'il va y avoir du n à l'extérieur, on va avoir possibilité de travailler sur ce n séparément. Il ne va pas être mangé et lissé par le sinus.
Il y a aussi le fait que la fonction soit de classe C1 dans l'hypothèse. Donc quand vous avez une fonction de classe C1, vous pouvez vous douter que si elle est de classe C1, c'est probablement pour faire intervenir sa dérivée ou le fait que sa dérivée soit continue. Et par exemple, le fait qu'on puisse dériver f euh, pour, bah, comme un des termes d'une intégration par partie. Donc là, ce qui vous invite à faire l'intégration par partie, en plus le fait qu'il y ait un produit ici de f par sinus nt, ça va être tous ces éléments-là. Et pourquoi dériver f et primitiver le sinus? Ben parce que on veut une limite nulle, et alors si on primitive le sinus, c'est un 1 sur n qui va sortir. Et ça nous arrange d'avoir du n au dénominateur dans le type d'une limite nulle. Et en plus, dériver f, c'est compatible avec le fait qu'elle soit C1. Et dans ce cas-là, on va pouvoir appliquer le théorème d'intégration par partie. Si on avait primitivé f, dans l'idée de primitiver f, il y aurait seulement eu besoin de l'hypothèse continue. Donc là, c'est plutôt le fait que f soit C1 et qu'on ait envie d'avoir du sinus au dénominateur, ça nous invite fortement à dériver f et primitiver sinus nt. Une fois qu'on a eu ces bonnes idées, il y a juste à voir fonctionner et faire le compte de ce qui reste après, et notamment le fait qu'il y a un 1 sur n en facteur de plein de choses. C'est ça qui va nous faire tendre notre expression vers 0. Donc après, il y a encore un petit peu de technique, il y a des majorations. Comme on ne connaît pas du tout le signe, c'est bon de travailler en valeur absolue. Et ensuite, on a des inégalités de la moyenne, inégalités triangulaires, et les majorations de cosinus et de sinus par 1. En l'occurrence, c'est plutôt des cosinus. Donc cosinus en valeur absolue majoré par 1. Ça nous permet de... Je vous dis un mot de somme de Riemann et je ferai une vidéo pour détailler le calcul du petit 3. Donc, pour reconnaître une somme de Riemann, ce qui nous intéresse à chaque fois, je vous rappelle, c'est un 1 sur n en facteur, ou en facteur dans la somme, peu importe. Donc un 1 sur n, donc il est présent ici, il est présent là, il est présent là. Et après, on veut une fonction à l'intérieur qui parle de k sur n. Donc là, j'ai k sur n au carré. J'aurais pu l'écrire pour qu'il soit encore plus visible. 1 sur 1 plus k sur n au carré. Voilà. Là, on identifie exactement quelque chose qui parle de k sur n. Même jeu ici. K sur n en haut, k sur n ici, au carré. Et même jeu ici. K sur n et k sur n. Voilà, donc dans une vidéo supplémentaire, je vais détailler le calcul d'intégrale avec la racine là. Alors, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on ne va pas poser directement u égale cette racine là. Je vous le disais dans une précédente vidéo sur les commentaires relatifs à l'exercice 2. Donc on ne va pas directement poser u égale cette racine là. Il faudrait voir si ça nous donne quelque chose. Mais là, on va plutôt employer une astuce classique, mais pareil, les questions intermédiaires vous seront données. Une astuce assez classique. On a racine d'un truc de degré 2 à l'intérieur. Donc ce truc à l'intérieur de degré 2, on va essayer de le mettre sous forme 1 moins u carré. Et là, racine de 1 moins u carré, si on arrive à voir u comme un cosinus ou un sinus, là, ça va se simplifier fortement. Donc c'est cette astuce-là, ces astuces-là, que je vais détailler dans une prochaine vidéo.